La coupe de champagne a glissé de la main de ma belle-fille au moment même où elle s'est effondrée comme un pantin dont on coupe les fils. La mère de Jessica, Hélène, convulsait sur le carrelage de ma cuisine en marbre, de la mousse blanche aux commissures des lèvres comme l'écume d'une mer empoisonnée. Et tout à quoi je parvenais à penser dans ce chaos, c'était cette pensée glacée qui me transperçait. Non, ça, ce n'était pas censé lui arriver. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez, car ce qui va suivre va vous faire réaliser que parfois, les prédateurs portent le visage de ceux qu'on aime. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé à tenir une vie innocente entre mes mains, laissez-moi préciser une chose qui change tout. J'ai vécu 70 ans dans ce monde de loups déguisés en agneaux, et je ne me suis pas fait une place dans un univers des affaires impitoyables en étant naïve comme une enfant qui croit encore aux contes de fées. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner à votre propre fête de départ à la retraite, on s'en aperçoit immédiatement, surtout quand cette personne lorgne votre compte en banque comme une femme affamée devant un festin qui lui fait saliver. 2 heures plus tôt, ma cuisine résonnait de rires et de félicitations qui sonnaient comme une symphonie de mensonges. Je venais de vendre ma société de conseil pour 23 millions de dollars, une somme qui faisait briller les yeux comme des pièces d'or. Pas mal pour une boîte que j'avais montée de toutes pièces après la mort de mon mari, 15 ans plus tôt, avec mes ongles et ma rage de survivre. Michael, mon fils, avait tenu à organiser cette soirée avec un empressement qui aurait dû m'alerter. « Maman, tu mérites de fêter ça », m'avait-il dit, ses yeux bruns débordant de cette sollicitude qui ressemblait trop à de la convoitise pour être honnête. « Laisse Jessica s'occuper de tout. Toi, détends-toi et profite de ta dernière soirée d'insouciance. » J'aurais dû me méfier dès qu'elle a proposé de jouer les hôtesses parfaites. Cette femme qui râlait toujours pour mettre le lave-vaisselle se transformait soudain en parfaite maîtresse de maison, arrangeant les fleurs comme si elle préparait un autel et faisant briller le cristal comme si sa vie en dépendait. Ce qui, a posteriori, n'était peut-être pas si loin de la vérité sanglante. La réception était impeccable, je lui accorde ce poison doré. Une trentaine d'invités issus de mon milieu professionnel, quelques voisins qui me souriaient sans savoir qu'il assistait peut-être à mes funérailles, et la famille qui cachait ses couteaux derrière ses sourires. Jessica avait même engagé un barman, cette touche professionnelle qui rendait tout si crédible. « Rien n'est trop beau pour toi, Sarah », s'était-elle extasiée en me pressant le bras avec ses ongles impeccables qui coûtaient sans doute plus que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Ces mots suintaient le faux comme du miel empoisonné. J'échangeais quelques banalités avec mon ancien associé quand je l'ai vu, et mon sang s'est transformé en glace dans mes veines. Jessica, près de la table à champagne, jetant des regards furtifs autour d'elle comme une voleuse dans la nuit, puis sortant de son sac un petit flacon qui brillait sous les lumières comme la mort liquide. Mon cœur s'est arrêté en la regardant verser le liquide transparent dans un verre précis, celui qui avait une petite ébréchure au bord, ce fameux verre que je réservais toujours pour les fêtes et qu'elle connaissait par cœur. Une personne sensée aurait peut-être hurlé à s'en déchirer les cordes vocales, appelé la police ou l'aurait affronté tout de suite dans un éclat de rage. Mais on m'a appris dans cette jungle des affaires que parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent, c'est de le laisser croire qu'il a coincé une souris innocente. Alors j'ai souri avec la froideur d'une tombe, hoché la tête à quelque chose que racontait mon associé sur les tendances du marché, et j'ai continué d'observer ma propre mort programmée. Jessica a ramassé le verre qu'elle venait de préparer comme un cocktail de l'enfer et s'est approchée de moi en flottant, arborant l'air de la belle fille inquiète et dévouée qui joue la comédie de sa vie. « Sarah, tu as l'air fatiguée », a-t-elle murmuré avec cette fausse tendresse qui me donnait envie de vomir, en me tendant la coupe comme un calice empoisonné. « Voilà, prends du champagne. Tu l'as bien mérité, ma chère belle-mère. » J'ai pris le verre mortel, la remerciant avec une chaleur feinte qui masquait ma rage bouillante, et j'ai attendu le moment parfait pour retourner le piège contre elle. Une dizaine de minutes plus tard, alors qu'elle attirait l'attention des voisins en exhibant son nouveau bracelet tennis comme un trophée de guerre, je me suis glissé discrètement dans l'ombre et j'ai échangé le verre avec celui de sa mère, Hélène, qui se tenait à proximité, l'air un peu perdu sans sa coupe, cette pauvre âme innocente qui ne méritait pas de payer pour les crimes de sa fille. Hélène avait toujours été un peu distraite, la pauvre femme. Sans réfléchir, avec cette confiance aveugle des innocents, elle a saisi le verre empoisonné que je venais de poser près de son sac, scellant son destin par ma main tremblante. 5 minutes à peine après, elle parlait de la saveur intéressante du champagne avec cette curiosité naïve qui me brisait le cœur, demandant si je l'avais commandé chez un caviste particulier. Le reste s'est déroulé comme un cauchemar au ralenti. Je me suis agenouillée auprès d'Hélène pendant que Jessica hurlait pour demander à quelqu'un d'appeler les secours, sa voix perçant l'air comme une sirène de mort. Sa performance de stupeur était presque convaincante, presque parfaite. Le souci quand on connaît les signes du mensonge,
c'est que la panique vraie et la panique feinte ne se ressemblent pas plus qu'un diamant ne ressemble à du verre. Que s'est-il passé? M'a interrompu Michael en traversant la petite foule qui s'était formée comme des vautours autour d'un cadavre. Son visage était pâle comme un linceul, mais j'ai surpris autre chose dans son regard qui m'a glacé le sang. Un coup d'œil vers Jessica, trop long d'un battement, trop chargé de complicité. Je ne sais pas, sanglotait Jessica en s'agrippant à mon bras comme une actrice qui joue sa vie, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Elle s'est effondrée d'une minute à l'autre, comme ça, sans raison. Elle désignait sa mère inconsciente mais encore respirante, cette femme innocente qui payait le prix de ma survie. Dieu soit loué qu'elle respire encore. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes qui m'ont paru des siècles. Pendant qu'on embarquait Hélène sur une civière, son visage pâle comme la mort, j'ai regardé mon fils avec des yeux nouveaux. 32 ans de maternité m'avaient appris à lire ses humeurs comme on lit la météo avant l'orage. En cet instant, il ressemblait à un homme qui voit ses plans méticuleusement conçus s'effondrer sous ses yeux, ses rêves de fortune se transformer en cauchemars. Quel hôpital? Ai-je demandé au chef des secours, ma voix tremblant malgré moi. Saint-Marie, répondit-il avec cette efficacité froide des urgentistes. Vous êtes de la famille? Une proche? J'ai jeté un regard lourd de sens vers Jessica, qui hyperventilait trop pour réagir à ma question silencieuse, trop occupée à jouer la fille éplorée pour remarquer que je la perçais à jour. Je vais suivre en voiture, ai-je murmuré, sachant que cette nuit allait changer nos vies à jamais. Michael s'est avancé d'un pas, déterminé. Maman, tu n'as pas à venir. On s'occupe de tout. Reste ici. Range la maison. Quelle délicatesse, songe à jeu. Laisse la cible à la maison pendant qu'ils trient leurs petits mauvais coups. Non-sens, ai-je répliqué d'un ton ferme. Hélène, c'est presque de la famille. Je viens. Et j'ai attrapé mon sac et mes clés avant qu'on ait le temps de m'en empêcher. À l'hôpital, je fis en sorte de rester assez près pour surprendre les conversations du personnel médical. L'état d'Hélène fut rapidement décrit comme une intoxication aiguë, cause inconnue. J'entendis le médecin murmurer quelque chose à l'infirmière au sujet d'alcaloïdes végétaux, assez précis pour me faire comprendre que quelqu'un avait fait ses devoirs en matière de poison difficile à détecter. Jessica arpentait la salle d'attente, ses escarpins de luxe résonnant sur le lino comme un métronome comptant ses angoisses. Michael, lui, restait raide sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant sans cesse sous les notifications. Étrangement, il semblait réticent à répondre. « C'est terrible, vraiment terrible », répéta Jessica pour la 5e fois. « Pauvre maman. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. » Je lui tapotai l'épaule avec compassion. « Ces choses-là sont souvent mystérieuses, ma chérie. Les médecins finiront bien par trouver. » Puis j'ajoutai, l'air de rien. Tu sais, heureusement qu'elle n'a bu que quelques gorgées de ce champagne. Jessica s'arrêta une fraction de seconde, presque imperceptiblement. Du champagne? Tu penses que ça vient de là? Oh, sûrement pas, dis-je d'un geste évasif. Juste une vieille femme qui cherche des coïncidences. Mais son visage avait pâli, et ses mains tremblaient légèrement quand elle attrapa son café. Michael, lui, observait notre échange avec l'attention d'un faucon guettant une souris. 3 heures plus tard, un médecin sortit enfin pour nous annoncer qu'Hélène était stable, mais qu'elle devait rester sous observation durant la nuit. Les tests ne sont pas concluants, expliqua-t-il. Mais quoi qu'elle ait ingéré, son corps est en train de l'évacuer lentement. Peut-on la voir? Demanda Jessica. Famille proche uniquement. Et elle est sous sédatif. Revenez demain. En quittant l'hôpital, Michael m'accompagna jusqu'à ma voiture. Maman, tu devrais peut-être dormir chez nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je préférerais que tu ne restes pas seule. Comme c'était attentionné. Surtout après cet incident médical, qui avait dû les laisser se demander si je commençais à flairer quelque chose. La réponse était oui. Absolument. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. C'est gentil, mon chéri. Mais je vais très bien. Et puis j'ai ce nouveau système d'alarme, tu te rappelles? Je l'embrassai sur la joue, montai dans ma voiture et par le rétroviseur, j'aperçus Michael et Jessica engagés dans une conversation à voix basse, visiblement tendue. De retour chez moi, je me servis un vrai verre de champagne d'une bouteille fraîche, évidemment, et m'installai dans mon bureau. Il était temps de découvrir exactement ce que ma chère famille avait prévu pour moi. Et surtout, de décider de ma riposte. Je passai la nuit à pratiquer ce que j'avais affiné en 45 ans de carrière. La recherche. Pas celle qu'on fait avec des ordinateurs et des bases de données. Non,
Celle qu'on mène avec une mémoire intacte et un esprit méfiant. L'empoisonnement d'Hélène n'avait rien de fortuit. Ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait bel et bien prévu de m'éliminer à ma propre fête, comptant sans doute sur l'apparence d'une crise cardiaque ou d'un AVC. À 70 ans, qui se serait étonné? Le cœur d'une femme d'affaires stressée par la vente de toute une vie de travail. Ça n'aurait pas suscité de questions. Mais pourquoi? Voilà la vraie question, celle à 23 millions de dollars. À 5 heures du matin, je me préparais un café et m'assis à ma table de cuisine, bloc-notes à la main. J'y inscrivis tout ce que je savais de la situation financière de Michael et Jessica. Et ce n'était pas reluisant. La société d'architecture de Michael battait de l'aile depuis la crise. La petite affaire de bijoux de Jessica n'était rien de plus qu'un passe-temps coûteux. Ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Leur maison Tapax en Graveleuil à Westfield avait une hypothèque 3 fois trop lourde pour leurs revenus réels. Les BMW et Mercedes garés dans l'allée n'étaient pas payés. Quant aux habitudes de shopping de Jessica, elles suffiraient à financer le budget scolaire d'un petit pays. Je les avais aidés, bien sûr. Quelle mère ne l'aurait pas fait? Quelques milliers par-ci par-là quand Michael laissait entendre que c'était « serré » certains mois. L'apport pour la maison quand Jessica avait pleuré, arguant qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité privée pour Emma, puisque, évidemment, l'école publique n'était pas à la hauteur. En consultant mes relevés, je calculais que je leur avais donné près de 200 000 dollars ces 5 dernières années. Des « cadeaux », comme je les appelais. Des investissements dans leur bonheur. Jamais des prêts. Cela aurait été mesquin. Mais aujourd'hui, je me demandais s'ils voyaient les choses autrement. Non pas comme des cadeaux, mais comme des avances sur un héritage qu'ils avaient hâte d'encaisser. Le téléphone sonna à 7h30. Jessica. Sarah, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit en pensant à toi, dit-elle d'une voix alourdie de sollicitude. Après ce qui est arrivé à maman, j'ai peur qu'il y ait eu quelque chose dans la nourriture ou les boissons. Tu ne t'es pas senti mal, dis-moi? Quelle délicate attention. Vérifier si son poison avait atteint la bonne cible. Pas du tout, ma chère. Je me sens parfaitement bien. Et toi, des nouvelles d'Hélène? Les médecins disent qu'elle pourrait rentrer aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être avalé quelque chose qui ne lui convenait pas avant la fête. Tu sais comment elle est avec ses médicaments, sûrement pris à jeun. Hélène Peterson avait beaucoup de défauts, mais certainement pas celui d'être négligente avec son traitement. Cette femme gérait ses pilules comme une opération militaire. Pilulier étiqueté, rappel sur smartphone. Quelle bonne nouvelle, répondis-je. Je craignais que ce soit lié à la réception. Ça aurait été terrible. Oh, non. Absolument pas. Coupa Jessica trop vite. Les médecins ont été clairs. Rien à voir avec un empoisonnement alimentaire. Juste un hasard. Étonnant, tout de même, cette hâte a écarté toute enquête, comme si elle craignait qu'on ait l'idée de faire analyser le reste du champagne. Après avoir raccroché, je retournai à ma cuisine. La bouteille que Jessica avait ouverte trônait encore sur le comptoir, aux 3/4 pleine, l'air parfaitement innocente. Je me demandais ce qu'il se passerait si je la faisais analyser en laboratoire. Je n'avais pas besoin de preuves pour moi-même, je savais ce que j'avais vu, mais des éléments tangibles pourraient toujours servir plus tard. Ma sonnette retentit à 9h. Michael se tenait sur le porche, une boîte de viennoiserie de ma boulangerie préférée à la main, tout à fait l'image du fils alarmé. Je me suis dit que ça te ferait plaisir pour le petit-déj, dit-il en m'embrassant la joue. Il entra pendant que je préparais un café frais et déposa les pâtisseries sur une assiette. Le voir fouiller dans mes placards, ouvrir un tiroir qu'il connaissait depuis l'enfance, prendre le sucre sans demander où il était rangé me donna une tristesse étrange. C'était toujours mon petit garçon, celui qui m'apportait des pissenlits et affichait fièrement ses dessins d'école sur le frigo. À quel moment ce gamin était-il devenu l'homme qui laissait sa femme essayer d'assassiner sa mère? Comment tu te sens, maman? Demanda-t-il en s'asseyant en face de moi. Oh, tu me connais, répondis-je en sirotant mon café. Il en faut plus pour ébranler ces vieux os. Son sourire n'atteignait pas ses yeux et c'était justement ce qui m'inquiétait. Il prit une bouchée d'un pain au chocolat puis, d'un ton soudain sérieux. Écoute, Jessica et moi on a discuté de ta situation. Ma situation. T'as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, avec tout cet argent de la vente. Il fit un geste vague. Ça fait beaucoup à gérer pour une personne. Voilà l'amorce. Le cadre pour leur prochaine manœuvre. Merci de t'inquiéter, mon chéri,
dis-je en gardant la voix légère. Je me débrouille très bien, vraiment. Michael se pencha en avant, l'expression animée d'une sincérité calculée. Vraiment? Hier avec Hélène, si ça avait été toi? Si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? L'audace de la proposition me laissa sans voix. Utiliser leur tentative d'empoisonnement ratée comme argument pour m'aider. Hélène s'était effondrée lors d'une fête avec 30 témoins et les secours étaient arrivés en quelques minutes. Je ne voyais pas en quoi c'était un exemple convaincant d'isolement dangereux. Il passa une main dans ses cheveux, ce geste adolescent que je reconnaissais lorsque la demande allait être inconfortable. Écoute, Jessica et moi on a fait des recherches. Il existe de très belles résidences pour seniors actifs, des endroits avec des gens autour, des activités, du personnel médical sur place. Ah, le discours des maisons de retraite transformées en clubs de vacances. Comme c'était pratique qu'ils aient déjà regardé des options, pour moi. Comme c'est attentionné, dis-je. Vous avez quelque chose de précis en tête? Il sortit son téléphone et me montra un site élégant, Sunset Manor. C'est à 20 minutes d'ici, on pourrait y aller souvent. Un golf, un spa, des activités culturelles, c'est plus un resort qu'une maison de retraite. Les photos montraient des personnes âgées souriantes qui faisaient du bridge et de la gym aquatique, l'air détendu, probablement bien, calmé. Le seul hic, continua Michael, c'est la liste d'attente. Mais si quelqu'un voulait emménager rapidement, il faut payer les frais d'entrée en une fois. Environ 400 000 mais ça couvre tout, logement, repas, soins médicaux à vie. 400 000. Ça ferait un joli trou dans mes liquidités, non? Et une fois que je serais installé à Sunset Manor, qui détiendrait la procuration sur les 22 millions restants? Qui prendrait les décisions pour mes soins et mon argent? Ça a l'air charmant, répondis-je. Mais tu sais, je suis heureuse ici. Cette maison contient tant de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti il y a 15 ans. N'est-il pas temps d'ouvrir un nouveau chapitre? Sa voix pleine d'attention me serra le cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la veille, j'aurais pu être touchée et accepter de bonne foi. Là, c'était glaçant. J'y réfléchirai, dis-je finalement. C'est une grosse décision. Le soulagement se lut sur son visage. Bien sûr. Prends ton temps. On pourra y aller la semaine prochaine juste pour regarder. Peut-être. Je me levai pour débarrasser la table. Je devrais appeler Hélène aujourd'hui pour prendre de ses nouvelles. En fait, maman, dit Michael, Jessica m'a demandé de te dire que les médecins préfèrent qu'Hélène se repose quelques jours. Les visites pourraient la stimuler pendant sa convalescence. Très commode. Écarter la victime avant qu'elle ne puisse se souvenir clairement des détails. Après son départ, dans mon bureau, je réfléchis au calendrier. Ils avaient attendu la vente de ma société pour agir. Intelligent. Si j'étais morte 6 mois plus tôt, mes 23 millions seraient allés à Michael selon mon testament. Mais en tant que don d'une personne vivante, la transmission aurait d'autres implications fiscales. Me faire disparaître maintenant, et si on parvenait à faire croire à un déclin mental progressif avant certains changements testamentaires, cela leur donnerait des leviers pour contester des modifications récentes. Le téléphone sonna. C'était mon avocat, David Hartwell, qui rappelait. Sarah, ça me fait plaisir. Comment s'est passée la fête de départ? Mouvementée, répondis-je. David, il faut que je vous voie rapidement. Tout va bien. Je regardais le jardin que mon mari avait planté 20 ans plus tôt. Les rosiers étaient en fleurs, impeccables malgré le manque d'entretien. Et moi, apparemment, une vieille dame que l'on pouvait soupçonner de ne plus savoir s'organiser. Je n'en suis pas certaine, dis-je. Mais je crois que je vais bientôt le découvrir. David avait été mon conseil depuis 20 ans. Il m'avait accompagné lors du décès de mon mari, dans la construction de mon entreprise, et pour toutes les grandes décisions. Fin, précis, maîtrisant ses émotions, le type d'avocat qu'on veut quand on croit que sa propre famille complote contre vous. Son office offrait une vue sur le centre-ville depuis le 15 étage, boiserie sombre, fauteuil en cuir, l'odeur discrète d'un parfum coûteux. Je me sentais en sécurité là, entouré de codes et de jurisprudence. Racontez-moi tout, dit-il, après qu'on eut pris un café et fermé la porte. Je lui contai chaque détail de la soirée, l'effondrement d'Hélène, la visite de Michael le matin. Il nota sans m'interrompre. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Demanda-t-il quand j'eus fini. Aussi sûr que d'être assise dans ce fauteuil. David réfléchit, tapotant son stylo contre la lèvre. Le problème, dit-il, c'est de prouver l'intention.
Jessica pourrait prétendre qu'elle avait versé quelque chose d'innocent dans le champagne. Un complément, un arôme personnel. Sans analyser le reste de la bouteille, nous n'avions aucune preuve d'une tentative d'assassinat. Alors faisons analyser cette bouteille, dis-je. Je n'avais pas besoin de preuves pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu. Mais disposer d'un peu d'évidence pourrait s'avérer utile plus tard. À 9 heures, la sonnette retentit. Michael se tenait sur mon perron, une boîte de viennoiserie de ma boulangerie préférée à la main, chaque centimètre de lui respirant le fils attentionné. « J'ai pensé que tu voudrais un peu de petit déjeuner, » dit-il en m'embrassant sur la joue. « Tu n'as sûrement pas beaucoup mangé hier, après tout ce qui s'est passé. » Je l'ai laissé entrer et j'ai préparé du café frais pendant qu'il disposait les pâtisseries sur une assiette. Le regarder évoluer dans ma cuisine, ouvrir les placards qu'il connaissait depuis l'enfance, saisir le sucre sans même demander où il se trouvait, m'a donné une étrange sensation de tristesse. C'était toujours mon petit garçon, celui qui me rapportait des pissenlits et collait fièrement ses dessins d'école sur mon réfrigérateur. Quand donc cet enfant s'était-il transformé en homme capable de fermer les yeux pendant que sa femme essayait de tuer sa propre mère? « Comment tu tiens le coup, maman ?» demanda-t-il en s'asseyant à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais. Il en faut plus qu'un petit choc pour ébranler ses vieux os, » répondis-je. Il sourit, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. « C'est bien ce qui m'inquiète, » dit-il. Une drôle de phrase. Je bus une gorgée de café, en silence. « Tu vois, » poursuivit Michael en grignotant un chausson aux pommes, « Jessica et moi avons beaucoup parlé de ta situation. » Ma situation. Tu as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, avec tout l'argent de la vente. Il fit un vague geste de la main. C'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Voilà, la mise en scène était posée. J'apprécie ton inquiétude, mon chéri, répondis-je d'une voix légère. Mais jusqu'ici, je m'en suis sorti plutôt bien. Michael se pencha en avant, son expression plus sérieuse. Vraiment? Et si c'était toi, hier? Si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? L'audace était sidérante. Utiliser leur tentative de meurtre raté comme argument pour me convaincre que j'avais besoin de leur protection. Michael, Hélène s'est évanouie en plein milieu d'une soirée avec 30 témoins, et les secours sont arrivés en quelques minutes. Pas exactement un cas d'école pour démontrer les dangers de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire, murmura-t-il en passant ses mains dans ses cheveux, ce vieux geste qu'il faisait déjà adolescent, chaque fois qu'il s'apprêtait à demander quelque chose qu'il savait que je refuserais. Regarde, Jessica et moi avons fait quelques recherches. Il existe des résidences vraiment agréables pour seniors actifs, des lieux avec du monde autour, des activités, un suivi médical permanent. Ah, le discours sur la maison de retraite. Comme par hasard, ils avaient déjà fait leurs recherches. Comme c'est attentionné, dis-je doucement. Et je suppose que vous avez trouvé quelque chose de précis. En effet. Il sortit son téléphone et me montra un site clinquant. Résidence Les Jardins du Soleil. C'est à seulement 20 minutes de chez nous. On pourrait venir tout le temps. Il y a un terrain de golf, un spa, des activités culturelles. C'est plus un club de vacances qu'une maison de retraite. Je fixai les photos de vieillards souriants jouant au bridge ou à l'aquagym. Tous avaient l'air si sereins. Probablement grâce à une médication bien dosée. Le seul problème, poursuivit Michael, c'est qu'il y a souvent une liste d'attente. Mais si quelqu'un veut entrer rapidement, il doit payer les frais d'entrée d'avance. C'est conséquent, environ 400 000 €. Mais ça couvre tout, logement, repas, soins à vie. 400 000. Une jolie entaille dans mes liquidités. Et une fois enfermé là-bas, qui aurait procuration sur les 22 millions restants? Qui prendrait les décisions pour ma santé et mon argent? Ça a l'air charmant, dis-je. Mais tu sais, je suis très bien ici. Cette maison garde tant de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti depuis 15 ans. Tu ne crois pas qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre? Son ton de tendre sollicitude me serra le cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la veille, j'aurais pu croire à sa sincérité. Un fils inquiet pour sa mère vieillissante. C'en aurait presque été touchant. Mais la vérité était tout autre, terrifiante. J'y réfléchirai, dis-je enfin. C'est une grande décision. Michael parut soulagé. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. On pourrait peut-être aller visiter la semaine prochaine? Peut-être, répondis-je en me levant pour débarrasser la table.
Je devrais appeler Hélène aujourd'hui. Voir comment elle se sent. En fait, maman, Jessica m'a demandé de te dire qu'elle devait surtout se reposer. Le médecin a dit que les visites pourraient être trop fatigantes pour l'instant. Comme c'est pratique. M'éloigner de la victime jusqu'à ce que le poison ait disparu de son organisme, et que ses souvenirs soient trop flous. Après le départ de Michael, je m'assis dans mon bureau et réfléchis au timing. Ils avaient attendu que je vende l'entreprise pour passer à l'action. Malin. Si j'étais morte 6 mois plus tôt, mes 23 millions seraient allés directement à Michael, selon mon testament. Mais comme don de mon vivant, l'impact fiscal n'était pas le même. Me tuer maintenant, surtout après avoir inventé des signes de déclin mental, leur donnerait des arguments pour contester toute modification récente de mes dispositions. Le téléphone sonna. Mon avocat, David Hartwell, me rappelait. « Sarah, content de vous entendre. Comment s'est passée la fête de départ à la retraite ?» « Mémorable, répondis-je. David, j'ai besoin de vous voir rapidement. »« Tout va bien. » Je regardais par la fenêtre de mon bureau le jardin que mon mari avait planté 20 ans plus tôt. Les rosiers fleurissaient magnifiquement, malgré le fait qu'il n'avait pour seul soin que celui d'une vieille femme, apparemment incapable de gérer sa propre vie. « Je ne suis pas sûre, dis-je. Mais je crois que je vais le découvrir. » David Hartwell était mon avocat depuis 20 ans. Il m'avait accompagné dans toutes les étapes, la mort de mon mari, la construction de mon entreprise, chaque décision majeure. Un homme mince, précis, toujours maître de ses émotions. Exactement le genre d'avocat qu'il fallait quand on soupçonne sa famille de vouloir vous tuer. Son bureau dominait le centre-ville depuis le 15 étage, boiserie sombre, fauteuil de cuir, parfum discret d'eau de Cologne chère. Je m'y étais toujours senti en sécurité. « Dites-moi tout », dit-il après que sa secrétaire nous eut servi du café. Je lui racontai chaque détail, l'effondrement d'Hélène, la visite de Michael ce matin. David écouta sans m'interrompre, prenant parfois quelques notes. « Vous êtes certaine de ce que vous avez vu ?» demanda-t-il quand j'eus terminé. « Aussi certaine que d'être assise dans ce fauteuil. » Il se pencha en arrière, tapotant son stylo contre ses lèvres. « Le problème, c'est de prouver l'intention. Jessica pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif dans le champagne. Un complément, un arôme personnel. Sans analyse de la bouteille restante, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre. Alors faisons-la analyser. Et si quelque chose arrivait et que personne ne te trouve pendant des jours? Le même argument que Michael avait utilisé la veille. Il suivait un script. Et si tu faisais une chute, ajouta Michael, ou une crise cardiaque? Maman, à ton âge, tout peut arriver. À mon âge, comme si 70 ans signifiait déjà être morte sans m'en être aperçue. Je répondis, réfléchis. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. À mon âge, tout peut arriver. C'est précisément pour ça que j'ai passé la journée à mettre mon testament à jour. La température dans la pièce baissa d'au moins 10 degrés. Ton testament? Dit Jessica, d'une voix soigneusement neutre. Oui. C'est étonnant ce qu'un frôlement de mortalité, même celui d'un inconnu, peut faire réfléchir. J'avais réalisé que mon ancien testament était complètement obsolète. Le visage de Michael pâlit. Quelle modification! Je lui adressai le même sourire que lorsque, à 8 ans, il m'avait menti sur la case de mon vase préféré. Oh, juste des ajustements mineurs pour refléter mes priorités actuelles. Tu sais comment ça se passe. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais presque entendre leur cerveau tourner à plein régime, calculant à quel point leur plan venait d'être compromis. Eh bien, dit enfin Jessica, la voix serrée, je suis sûre que ce que tu as décidé est pour le mieux. Moi aussi, j'espère bien, répondis-je. Ils s'en allèrent peu après, promettant de revenir bientôt prendre de mes nouvelles. Par le moniteur de sécurité, je les regardais rester dans leur voiture sur mon allée pendant 10 minutes, engagés dans une conversation visiblement intense. Puis Jessica passa un coup de fil. Je ne pouvais pas entendre, mais je la vis gesticuler avec colère. Michael tenta plusieurs fois de lui arracher le téléphone des mains. Elle le repoussa. Quand ils partirent enfin, je me servis un verre de vin et m'installai dans mon fauteuil préféré. Demain, je lancerai la phase 2 de mon plan. Mais ce soir, je voulais savourer la première soirée paisible depuis des jours. Après tout, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir ses ennemis réaliser qu'ils vous ont sous-estimé. Le jeu ne faisait que commencer, et moi, je le pratiquais depuis bien plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin,
J'eus une visite inattendue. Hélène Peterson se tenait sur mon pas de porte, pâle mais résolue, tenant un petit sac à main comme une bouée. « Sarah, il faut que je te parle », lança-t-elle sans préambule. Je l'invitai et lui servis un thé, observant son visage à la recherche du moindre signe d'intoxication. Elle avait l'air fatiguée mais lucide, bien plus cohérente que ce que Jessica laissait entendre. « Jessica m'a dit que j'avais eu une réaction à un médicament », expliqua Hélène en s'asseyant. « Mais Sarah, je ne prends aucun médicament, si ce n'est des vitamines. Plus depuis des années. » Intéressant. Que te souviens-tu de la soirée? Tout. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des vertiges. Le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique. Et je me souviens d'avoir vu Jessica près de la table des boissons, plutôt, en train de manipuler une petite bouteille. Mon pouls s'accéléra. Quel genre de flacon? Un flacon compte-gouttes, comme ceux qu'on utilise pour les huiles essentielles. Les mains d'Hélène tremblaient légèrement en posant sa tasse. « Sarah, je crois que ma fille a essayé de t'empoisonner. »« Pourquoi penses-tu ça ?» demandai-je. Hélène rit d'un rire amer. « Parce qu'elle parle de ton argent depuis des mois. C'est injuste que vous ayez tant et que galère. Ça rendrait leur vie bien plus simple si quelque chose t'arrivait. » Les pièces du puzzle prenaient place. A-t-elle dit quelque chose de précis? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que tu avais mis ton testament à jour récemment. Elle semblait très préoccupée par l'héritage de Michael. Hélène croisa mon regard. Je crois qu'il planifie ça depuis un moment. Je pris une décision. Hélène méritait de savoir ce que sa fille avait tenté, et j'avais besoin d'une alliée qui avait vu leur comportement de près. Hélène, je t'ai vu verser quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai échangé nos verres volontairement. Elle pâlit. Elle a essayé de te tuer et j'ai failli y passer. Nous restâmes un instant silencieuses, la gravité de l'événement tombant entre nous. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle finalement. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, » répondis-je. « Juste pas de la façon qu'ils imaginent. » Hélène haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Que ta fille et mon fils vont bientôt découvrir que certains jeux ont des enjeux bien plus élevés que ce qu'ils croyaient. Après son départ, j'appelai une ancienne connaissance professionnelle, Patricia Williams, directrice d'une agence d'enquête privée spécialisée en espionnage industriel et vérification de parcours. Nous avions déjà collaboré à plusieurs reprises quand j'avais besoin d'informations sur de potentiels partenaires. « Sarah Wilson », dit Patricia, sa voix chaleureuse au téléphone. « J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. » « Merci Patricia. J'ai un service à te demander. Un service personnel. » « Quel genre de service ? » « Je veux tout savoir sur la situation financière de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. » Il y eut un silence. « Sarah, es-tu sûre ? Parfois, les affaires de famille. »« Je suis sûre. Donne-moi 48 heures. » Pendant que Patricia travaillait, je lançai la phase suivante. J'appelai Michael et le conviai à déjeuner dans notre ancien restaurant, l'endroit où nous avions célébré sa sortie d'école d'architecture. Son mariage, la naissance d'Emma. Il arriva nerveux, vérifiant sans cesse son téléphone. « Comment tu vas, maman ? Tu avais l'air bouleversée au téléphone. »« J'ai réfléchi à ce que toi et Jessica avez dit, à ma sécurité, à l'avenir. » Son visage s'éclaira. « Tu as raison. Il est temps d'envisager des changements. » Il se pencha, avide. « Quel changement ? » J'ai regardé Sunset Manor, l'endroit dont tu parlais. Je les ai appelés ce matin. Son enthousiasme devint palpable. « Génial, maman. Ils ont une place, mais il faut la confirmer vite. Quelqu'un d'autre est intéressé pour la même unité. À quelle vitesse ? La semaine prochaine. Il faut payer les frais d'entrée d'ici vendredi pour la réserver. Ce n'était pas un problème, n'est-ce pas ? Tu as l'argent de la vente. Bien sûr que j'ai l'argent. C'est juste, une étape importante. J'espérais que toi et Jessica pourriez m'aider avec les papiers, pour être sûr de prendre la bonne décision. Bien sûr. On t'aidera. Je souris, gravant son visage dans ma mémoire. Dans quelques jours, cette expression enthousiaste se changerait en toute autre chose. Une petite précision, ajoutai-je, nonchalamment. La résidence exige que chaque résident ait une procuration. Quelqu'un pour prendre des décisions si la personne devient inapte. J'espérais que tu accepterais de t'en charger.
Bien sûr, maman. Tout ce dont tu as besoin. Michael croyait me manœuvrer pour obtenir le contrôle de mon argent. En réalité, il marchait droit dans mon piège. Je reçus l'appel de Patricia jeudi matin. Son rapport était arrivé. Je l'écoutais, de plus en plus étonnée, tandis qu'elle détaillait la situation financière de Michael et Jessica. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ils étaient au bord du gouffre, entièrement surendettés. Patricia expliqua que la maison avait été refinancée 3 fois. Ils avaient 2 hypothèques, plus une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, entièrement utilisée. Une dette de carte de crédit dépassant 80 000 $. Comment ont-ils fait pour payer tout ça? À peine. L'entreprise de Michael est en perte depuis 2 ans. Ils utilisent les cartes de crédit pour payer d'autres cartes. Des signes classiques de désespoir financier. Autre chose. Jessica a souscrit une assurance vie à ton nom il y a 6 mois. 500 000 $, avec elle comme bénéficiaire. Mon sang se glaça. Comment est-ce légal? Elle a invoqué un intérêt assurable en tant que belle-fille et aide à domicile. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Michael était le véritable bénéficiaire et que Jessica ne faisait que la paperasse. Une assurance vie. Il planifiait ma mort depuis des mois, pas seulement quelques jours. Encore une chose, Sarah. Michael verse régulièrement de l'argent à quelqu'un nommé Dr. Richard Steinberg, un psychiatre gériatrique. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore. Les paiements ont commencé il y a 3 mois. Petite somme, comme des frais de consultation. Dr. Richard Steinberg. Je fis une note pour demander des explications à David. Cet après-midi-là, Michael et Jessica arrivèrent chez moi avec une mallette pleine de documents pour Sunset Manor. Ils étalèrent les papiers sur ma table à manger comme des généraux préparant une bataille. Voici le contrat d'admission, expliqua Jessica en montrant un épais dossier. Et voici le formulaire de divulgation financière. Il liste tous tes actifs pour calculer tes frais mensuels. Très complet, observai-je en parcourant les documents. Il voulait avoir accès à tous mes comptes, tous mes investissements, tout. Les papiers de procuration sont ici, ajouta Michael en me faisant glisser un document. C'est standard. Ça me donne juste l'autorité de gérer tes affaires financières si tu ne peux pas. Je lus attentivement le document de procuration. C'était bien plus complet que ce que Michael avait laissé entendre. Avec cette signature, il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, portefeuille d'investissement et le pouvoir de prendre n'importe quelle décision financière en mon nom. C'est assez large, dis-je. Ai-je vraiment besoin de te donner autant de pouvoir? Maman, c'est juste une précaution, répondit Michael. La résidence l'exige et, honnêtement, à ton âge, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus jeune pour gérer les affaires financières compliquées. À mon âge, cette phrase encore une fois. Et si je changeais d'avis concernant Sunset Manor? Puis-je révoquer ça? Michael et Jessica échangèrent un regard rapide. Techniquement, oui, dit Jessica. Mais la résidence a des règles strictes pour les résidents qui essaient de partir. Évaluation médicale, période d'attente, c'est compliqué. Bien sûr que c'était compliqué. Une fois les papiers signés et installés à Sunset Manor, il contrôlerait rien mon argent et il serait très difficile pour moi de partir, surtout si le Dr. Steinberg était là pour évaluer ma compétence mentale. Je dois réfléchir toute la nuit, dis-je en rassemblant les documents. C'est une grosse décision. Le visage de Michael s'assombrit. Maman, souviens-toi qu'il faut tout soumettre demain si tu veux l'unité. Je comprends. J'aurai une réponse demain matin. Après leur départ, j'appelai David Hartwell. David, que sais-tu sur le docteur Richard Steinberg? Steinberg? Psychiatre gériatrique, spécialisé dans les évaluations de compétences pour patients âgés. Pourquoi? Mon fils le paie pour des consultations. Long silence. Sarah. Steinberg a la réputation d'être accommodant avec les familles préoccupées par le jugement d'un proche âgé. Ses évaluations soutiennent souvent le résultat que la famille souhaite. Tu veux dire qu'il est prêt à déclarer des gens incompétents pour de l'argent? Je ne peux pas le dire officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent ces évaluations pour prendre le contrôle des biens d'une personne âgée. Le tableau devenait clair comme du cristal. Michael et Jessica ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient élaboré un plan complet pour le prendre. Me faire entrer à Sunset Manor sous prétexte de sécurité et de soins. Utiliser la procuration pour accéder à mes comptes. Si je résistais ou tentais de partir,
faire déclarer mon incapacité mentale par le docteur Steinberg. C'était en fait assez ingénieux. Sans avoir vu Jessica empoisonner le champagne, j'aurais pu tomber droit dans leur piège. David, j'ai besoin que tu prépares quelque chose pour moi, dis-je. Et il me faut prêt pour demain matin. Quel genre de quelque chose? Le genre qui va apprendre à ma famille une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je passais en revue le plan une dernière fois. Tout devait être parfait. Demain, Michael et Jessica recevraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais d'abord, il me restait un dernier appel à passer. Le vendredi matin arriva, gris et pluvieux, un temps qui rend tout lugubre, parfait pour mon plan. Michael et Jessica arrivèrent à 9 heures précises, habillés comme pour une réunion d'affaires, ce qui était, en un sens, exact. « As-tu décidé, maman ?» demanda Michael en s'installant dans le salon, excitement à peine contenu. « Oui. » Je sortis les papiers de Sunset Manor, désormais signés et notariés. « Je pense que tu as raison. Il est temps de commencer ce nouveau chapitre. » La joie de Jessica était visible. « Oh, Sarah, je suis si contente. Tu vas adorer là-bas, j'en suis sûre. » Et Michael, j'ai aussi signé les papiers de procuration. Les mains de Michael tremblèrent en prenant les documents. « C'est la bonne décision, maman. Tu ne le regretteras pas. » « J'en suis sûre, dis-je avec un sourire. Nous passâmes l'heure suivante à examiner les documents financiers. Jessica avait ouvert son ordinateur et tapait frénétiquement pendant que je donnais numéro de compte et code d'accès. Tous les quelques minutes, elle échangeait un regard significatif avec Michael, comme des enfants surpris que Noël soit arrivé en avance. « Il reste juste une dernière chose, » dis-je après avoir fini. « Je dois signer des papiers supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert soit officiel. Question de fiscalité pour grosses transactions. » « Bien sûr, » dit Michael. « Veux-tu qu'on t'emmène à son bureau? » ?»« Non, il vient ici. David devrait arriver à tout moment. » Comme prévu, la sonnette retentit. Mais ce n'était pas David Hartwell. C'était la détective Lisa Morrison de la police locale, accompagnée d'un collègue que je ne connaissais pas. « Madame Wilson, je suis détective Morrison. Nous devons vous parler d'un incident survenu chez vous plus tôt cette semaine. » Michael se leva brusquement. « Quel genre d'incident? » « Un empoisonnement suspect, » dit la détective, son regard se déplaçant entre Michael et Jessica. « Nous savons qu'il y a eu une urgence médicale lors d'une fête. » Le visage de Jessica devint livide. « C'était ma mère. Elle a eu une réaction à ces médicaments. Le médecin a dit que ce n'était pas sérieux. En réalité, Madame Wilson, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. » La détective sortit un carnet. « Les résultats de la toxicologie montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament. C'est un poison mortel. » Le silence dans le salon était assourdissant. « Nous avons aussi fait tester le reste du champagne de cette soirée, » continua la détective. La bouteille ouverte pour la fête contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce champagne. Michael fixait Jessica avec une expression d'horreur naissante. « Jess, qu'est-ce que tu as fait? » »« Je n'ai rien fait. » La voix de Jessica tremblait de panique. « C'est fou. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère? » « C'est ce que nous essayons de comprendre, » dit le détective Morrison. « Surtout que le verre de champagne avec la plus forte concentration de poison était destiné à Madame Wilson. » Jessica semblait sur le point de s'évanouir. Michael s'affaissa dans son fauteuil, le visage livide. « Il y a autre chose, » dis-je doucement. « Détective, montrez-leur la police d'assurance. » Le détective Morrison hocha la tête et sortit un autre document. « Madame Hartwell, nous avons découvert que vous avez souscrit une assurance vie de 500 000 $ sur Madame Wilson il y a 6 mois. Cela vous donne un motif financier clair pour le meurtre. »« C'est insensé, » murmura Jessica. « Sarah, dis-leur que c'est insensé. » Je la regardai, cette femme qui avait feint de se soucier de moi tout en planifiant ma mort. « Je t'ai vu mettre le poison dans mon verre de champagne. »« Jessica, j'ai délibérément échangé nos verres. » La tête de Michael se releva brusquement. « Tu savais? Tu savais qu'elle essayait de t'empoisonner? » »« Je le savais depuis plusieurs jours. Je sais aussi pour votre situation financière, pour le docteur Steinberg, pour votre plan de me déclarer incompétente. Je sais tout. » Les papiers de procuration glissèrent des doigts engourdis de Michael.
Maman, je ne savais pas pour le poison. Je jure que je ne savais pas qu'elle allait essayer de me tuer. Mais pour le reste, tu étais au courant, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le plan pour prendre mon argent. Le silence de Michael fut une réponse suffisante. Le détective Morrison fit un pas en avant. Jessica Hartwell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Alors qu'il mettait les menottes à Jessica, elle se tourna vers moi, les yeux remplis de rage. Tu te crois si maligne, hein? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. En réalité, dis-je calmement, je sais exactement ce que j'ai fait. Après le départ de la police avec Jessica, Michael resta assis dans mon salon, comme un homme en état de choc. Il fixait les papiers de procuration éparpillés sur le sol, passant ses mains dans ses cheveux de temps en temps. Elle disait que c'était juste pour te mettre en sécurité, finit-il par dire. Elle disait que tu devenais oublieuse, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que tu avais besoin de protection. Et de l'argent pour cette protection aussi. Le visage de Michael se contracta. Nous sommes tellement endettés, maman. L'entreprise est en faillite. Nous sommes en retard sur tout. Jessica disait que si quelque chose t'arrivait naturellement, nous héritions assez pour repartir à zéro. Mais elle n'a jamais parlé d'eux. Il fit un geste désespéré. De meurtre. Je pensais que nous ne faisions que planifier l'inévitable, préparer les choses pour le jour où tu mourrais de causes naturelles. Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient eu juste un petit coup de pouce. Michael leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, maman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'étudiais le visage de mon fils, cherchant la vérité derrière le remords. Une partie de moi voulait le croire, penser que Jessica l'avait manipulé dans cette situation. Mais j'avais trop d'expérience en affaires pour ignorer les signaux d'alarme. Michael, montre-moi ton téléphone. Quoi? Mon téléphone? Montre-moi tes messages avec Jessica de la semaine dernière. Michael hésita, puis me tendit son téléphone à contre-cœur. Je parcourus ses messages, mon cœur se serrant à chaque échange. Jessica, tu as parlé à maman de Sunset Manor? Michael, oui, elle y réfléchit. Jessica, parfait. Plus vite elle déménage, mieux c'est. Elle pose trop de questions sur nos finances. Michael, et si elle changeait d'avis? Jessica, elle ne changera pas. Pas après demain soir. Michael, demain soir? Jessica, fais-moi confiance, dimanche, elle nous suppliera de nous occuper d'elle. Je rendis le téléphone à Michael. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Peut-être pas la méthode exacte, mais tu savais que Jessica planifiait quelque chose pour la soirée de la fête. Les épaules de Michael s'affaissèrent. Je pensais qu'elle voulait juste te faire peur, organiser un cambriolage, ou un accident qui te ferait réaliser que tu n'étais pas en sécurité seule. Tu pensais qu'elle allait mettre en scène ma tentative de meurtre? Pas de meurtre, juste quelque chose pour te convaincre d'aller à Sunset Manor de ton plein gré. La désinvolture avec laquelle il l'avait dit me glaça le sang. Mon propre fils avait été à l'aise avec l'idée de me traumatiser pour me faire obéir. Michael, il y a autre chose que tu dois savoir, dis-je. J'ai fait appel à un détective privé pour enquêter sur tes finances. Son visage devint blanc. Que as-tu trouvé? Tout. La dette, l'entreprise en faillite, le fait que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. Je sortis le rapport de Patricia, mais un point m'intéressait particulièrement, les paiements au docteur Steinberg. Maman, je peux expliquer. Vraiment? Parce que selon ce rapport, tu le payais pour consulter sur mon cas depuis 3 mois, bien avant que tu ne parles de Sunset Manor ou que tu t'inquiètes de mon état mental. Qu'est-ce que tu consultais exactement, Michael? Michael enfouit son visage dans ses mains. Jessica disait, nous avons besoin d'un plan B si elle refuse de signer la procuration volontairement. Un plan B. Steinberg devait évaluer et trouver des signes de démence ou d'incompétence. Jessica disait que c'était juste une précaution au cas où tu deviendrais difficile. Un froid s'installa dans ma poitrine. Vous planifiez de me déclarer mentalement incompétente depuis le début. Seulement si nécessaire, seulement si tu refusais de nous laisser t'aider. M'aider à quoi, Michael? À te donner mon argent. La vérité flottait dans l'air. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé et aimé, avait planifié de détruire mon indépendance et de voler le fruit de ma vie. Il y a une dernière chose, dis-je doucement. Les papiers que tu as signés aujourd'hui.
La procuration que je t'ai donnée. Michael leva les yeux, plein d'espoir. Oui. Ils sont faux. David les avait préparés spécialement pour cette réunion. Il ne donne le pouvoir que sur un compte bancaire contenant exactement $1. Michael me regarda, choqué. Quoi? Mon vrai argent est protégé dans des trusts que tu ne peux pas toucher. Le testament qui t'inquiétait en ne te donne qu'un revenu annuel modeste et rien de plus. Et si tu es reconnu coupable de complot et du projet de meurtre de Jessica, même ça disparaît. Le visage de Michael s'effondra. Tu as détruit ma vie. Non, Michael, tu as détruit la tienne. Moi, j'ai juste veillé à ce que tu ne puisses pas détruire la mienne en chemin. Alors que je regardais mon fils assis là, en ruine, je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de satisfaction, pas de revanche, juste une profonde tristesse pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin à regarder les roses s'épanouir, pensant aux fins et au nouveau commencement. Jessica avait été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre. Michael avait reçu 3 ans pour complicité, bien que son avocat ait réussi à réduire les charges initiales. Ma petite fille, Emma, m'avait appelé la veille au soir. À 16 ans, elle était assez âgée pour comprendre ce que ses parents avaient fait. Assez âgée pour être horrifiée par leur choix. Grand-mère Sarah, je suis tellement désolée, dit-elle, la voix pleine de larmes. Je n'avais aucune idée qu'ils planifiaient tout ça. Je sais, ma chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Est-ce que je peux venir te voir cet été? Je sais que maman et papa sont absents, mais j'aimerais te voir. J'adorerais. Je le pensais sincèrement. Emma était innocente dans toute cette histoire, victime de la cupidité de ses parents autant que je l'avais été. Hélène Peterson était devenue une amie inattendue. Nous nous retrouvions désormais 2 fois par semaine pour un café. 2 femmes liées par l'expérience étrange de survivre à la trahison de leur propre famille. Elle envisageait d'écrire un livre sur les abus envers les personnes âgées, en utilisant notre histoire comme mise en garde. Tu sais, dit Hélène lors de notre dernier café, je n'arrête pas de penser à quel point ils ont été proches de réussir. Mais ils n'ont jamais eu la moindre chance, répondis-je. J'ai passé 40 ans à traiter avec des gens qui voulaient mon argent. La seule différence, cette fois, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Hélène rit. Regrettes-tu que tout se soit terminé avec eux 2 en prison? Je pris la question au sérieux. Est-ce que je le regrettais? Michael était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé. Mais c'était aussi un homme prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que cela ait été nécessaire, dis-je finalement. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. La sonnette interrompit ma rêverie dans le jardin. À travers le moniteur de sécurité, je vis David Hartwell sur le perron, tenant une mallette et affichant un air inhabituellement satisfait. « David, que viens-tu faire ici ?»« De bonnes nouvelles, » dit-il en s'installant dans mon salon. « La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police de Jessica sur ta vie. Étant donné qu'elle a été condamnée pour tentative de meurtre, la police est annulée et toutes les primes versées seront remboursées. C'est déjà ça, je suppose. Et ce n'est pas tout. Les créanciers de Michael saisissent tous ses biens pour rembourser ses dettes. Cela inclut la maison que tu les avais aidés à acheter. Ils demandent si tu veux faire une offre. Je pensais à la maison de Michael et Jessica, avec ses plans de travail en granit et ses plafonds cathédrales. Toutes ces belles choses qu'ils désiraient tant. Non, dis-je. Que quelqu'un d'autre l'achète. Quelqu'un qui peut se le permettre honnêtement. David hocha la tête et sortit un autre document. Dernier point. La restructuration de ton trust est complète. Ton argent est maintenant protégé à perpétuité. Personne ne peut y accéder sans ton consentement écrit explicite. Et si quelqu'un tente de te déclarer incompétente, le trust est automatiquement transféré à des œuvres caritatives. Merci, David, pour tout. Après son départ, je me servis un verre de vin et m'installai sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. À 70 ans, j'avais appris que l'argent faisait ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Malheureusement, il avait révélé le pire dans ma propre famille. Mais j'avais aussi appris autre chose. J'étais plus forte que je ne le pensais, assez intelligente pour voir leurs plans, assez courageuse pour les stopper et assez résiliente pour construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. Grand-mère, j'ai été acceptée à Northwestern en prêt droit, comme tu me l'avais suggéré. J'ai hâte de tout te raconter quand je viendrai te voir.
Je souris et lui répondis. Félicitations, ma chérie. Je suis si fière de toi. Peut-être que c'était ça, la vraie victoire qui goûtait la justice froide. Pas seulement d'avoir stoppé le plan diabolique de Michael et Jessica comme on écrase un serpent sous son talon, mais de m'assurer que la génération suivante aurait la chance de faire de meilleurs choix que ces âmes perdues. Emma grandirait en sachant que l'argent est un outil, pas un dieu sanguinaire, et que la famille est un soutien et un amour inconditionnel, pas cette exploitation venimeuse et cette cupidité qui dévore tout sur son passage. Les roses de mon jardin fleurissaient magnifiquement dans cette nouvelle vie qui sentait la liberté, désormais entretenue par un excellent service de jardinage que je pouvais facilement me permettre avec ma fortune bien protégée. La maison était devenue un sanctuaire paisible, protégé par des systèmes de sécurité qui clignaient comme des yeux vigilants et des documents légaux blindés qui assuraient mon indépendance comme une armure invisible. J'avais commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté lors de ma fête de départ à la retraite, cette soirée qui devait être ma dernière. Mais en réalité, elle parlait de quelque chose de bien plus sombre et plus important, la différence entre être vieille et être impuissante, entre porter des rides et porter une cible dans le dos. Je pouvais avoir 70 ans, mes cheveux pouvaient être argentés et mes mains pouvaient trembler parfois, mais j'étais loin, très loin d'être impuissante. Et quiconque tenterait de tester cette théorie apprendrait, comme Michael et Jessica l'avaient appris à leurs dépens, que sous-estimer une vieille femme rusée qui a survécu à cette décennie de bataille est une erreur très coûteuse, parfois mortelle. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la violence qui éclabousse de sang, mais simplement de bien vivre dans sa tour d'ivoire et de s'assurer que ceux qui vous ont trahi ne profiteront jamais des fruits empoisonnés de leur machination. J'avais fait les deux avec la précision d'un chirurgien, et je dormirais parfaitement bien en le sachant, mes rêves peuplés de victoires silencieuses. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'argent du monde. Et le fait d'avoir les deux, cette paix et cette fortune, n'était qu'un bonus savoureux que je dégustais chaque matin comme un champagne qui ne tuait personne. Merci d'avoir écouté cette confession qui m'a pris des mois à oser partager. N'oubliez pas de vous abonner si cette vérité sombre vous a transpercé, et n'hésitez pas à partager votre propre histoire de survie dans les commentaires. Vos secrets, vos victoires contre ceux qui voulaient votre perte comptent. Votre voix a le droit d'exister dans ce monde qui essaie de faire taire les survivants.